Les sociétés de gardiennage, mais aussi l'armée ou des organismes publics, utilisent ce sens du territoire, cette tendance innée du chien à protéger son maître et ses biens. Au-delà de l'aspect utilitaire, cette fonction a donné naissance à des disciplines sportives pratiquées par le chien et son maître, parmi lesquelles le ring et le monde de ring. Le ring, c'est une discipline de travail. On ressort toutes les aptitudes naturelles du chien. Dans cette discipline, le chien va faire plusieurs exercices. Des exercices d'osso, des exercices d'obéissance et des exercices, disons, dits de mordant. Pour eux, c'est le plaisir, comme un chien aime chasser, comme un chien courant va aimer courir derrière un sanglier. Eux, la partie mordante, c'est très important. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une relation également de plaisir avec le maître, de complicité plus que de plaisir, à la limite. Parce que le chien qui travaille vraiment pour faire plaisir à son maître, il va aller chercher une paire de chaussures à la maison. Mais pour pouvoir faire 19 exercices différents, il va falloir quand même qu'il puisse les emmagasiner avec une véritable complicité avec le maître, plus que le plaisir. Défense du maître contre un agresseur, garde d'objets, calme et obéissance aux ordres, tout est fait dans ces disciplines pour développer l'instinct naturel de défense du chien, tout en l'encadrant dans des règles précises. Ces activités permettent de graduer la réponse à une agression en mariant de manière harmonieuse, calme et efficacité. Dans le ring, on retrouve cette harmonie maître-chien. Il faut une complicité à tout moment. Il faut que le maître et le chien se comprennent. Et ça demande 3-4 ans de travail, ça c'est évident. Ce qu'on veut dans le ring, c'est d'avoir un chien éduqué. Et on va retrouver pour les chiens qui sont de ring, des chiens éduqués dans la vie de tous les jours. Depuis l'Antiquité en passant par le Moyen-Âge, le chien est également présent dans le paysage militaire. Son rôle a profondément évolué et ce sont aujourd'hui pour l'essentiel ses capacités de gardien qui sont utilisées pour protéger les installations militaires. L'armée moderne a été dotée d'auxiliaires précieux, les chiens bergers. Chacun d'eux est confié à un soldat chargé de son dressage. L'animal doit devenir absolument silencieux, docile. S'il faut chercher dans les films des bombardements de la Seconde Guerre mondiale en Angleterre ou en Allemagne les images des premiers chiens de décombres, ce sont aujourd'hui les catastrophes naturelles ou technologiques qui constituent les théâtres d'action des équipes cynotechniques du monde entier. Ces brigades, autrefois l'apanage de quelques grands pays, se sont répandues afin de répondre à des besoins qui se sont mondialisés. Le domaine d'intervention des équipes cynotechniques s'est étendu à toute la planète. Lors de chaque tremblement de terre, glissement de terrain ou tsunami, les chiens de catastrophe sont là, mettant leur odorat au service des secours. Well, I was in charge in the police canine unit part. For the 8 months that we were there, I was in charge. Of course, I regret all of 9/11, but there's nothing I could do about it. I felt like I was in a science fiction movie, like it was unreal what had happened. And we did not know why the buildings came down in the beginning. We had no idea why they collapsed. In the first couple of days, our mission was to use the dogs to try to recover survivors. Well, unfortunately, there wasn't many people to rescue. No dogs found any survivors, unfortunately. Le travail de ces équipes hommes-chiens est le fruit d'un entraînement constant, d'une complicité entre l'homme et le chien. Le chien de décombre est avant tout attentif à faire plaisir à son maître. Il reçoit une récompense dès qu'il effectue bien son travail. Le chien ne fait pas la différence entre le décombre réel et le concours ici. Parce que c'est une équipe de copains, c'est une relation chien-maître qui fait que le courant passe. Pour lui,
Sa récompense, c'est le jeu qu'il va y avoir derrière, c'est la nourriture, le fait qu'on lui donne une croquette. Il travaille pour faire plaisir à son maître. Ce qu'on arrive à gérer ici va nous permettre sur intervention d'être encore plus opérationnel. Donc c'est complémentaire. Mais je ne chasse pas de ma tête que l'objectif premier est de sauver des vies humaines avec ce chien. Il a 4 tremblements de terre. 2 fois la Turquie en 99, l'Inde en 2000, l'Algérie en 2002. C'est un chien qui opérationnellement fait son travail. Pour moi, c'est l'objectif à atteindre. Aujourd'hui, on s'amuse. C'est des points, donc c'est pas grave. Par contre, ce qui est grave, c'est sur un tas de cailloux, lorsque le chien ne trouve pas la personne, ça c'est grave. S'il y a une victime, je veux qu'il la trouve. Et s'il la trouve pas, c'est que moi, j'ai pas été capable et que j'étais un mauvais. Voilà. C'est un travail harassant pour le binôme. L'homme accompagne les déplacements du chien et ce dernier dépense une énergie considérable. Une séquence de recherche ne doit pas être trop longue afin de ne pas fatiguer le chien. Allez, voilà, Validou, ça c'est bien. Allez, on t'a tout sorti. L'un des premiers théâtres d'action des chiens de secours a été la montagne. Depuis des décennies, skieurs ou promeneurs ensevelis par des coulées de neige ou des avalanches sont retrouvés grâce au flair des chiens de recherche. Élitreillés dans des lieux difficiles ou transportés à dos d'homme dans des passages escarpés, les chiens sauvent quotidiennement des vies. En outre, les catastrophes naturelles sont souvent situées dans des régions difficiles d'accès ou soumises à de fortes contraintes climatiques ou d'altitude. L'entraînement des chiens de secours et de recherche doit tenir compte de ces aspects géoclimatiques. Notre objectif, c'est de comparer un petit peu ce qui se passe quant à l'homme et quant au chien en conditions d'altitude, quand il y a très peu d'oxygène. On a remarqué que le chien se comporte en fait beaucoup mieux que l'homme, donc on aimerait comprendre pourquoi. Le deuxième objectif, c'est de voir si on peut arriver à mieux préparer des chiens qui sont des chiens de catastrophe, amenés à intervenir dans le monde entier sur des tremblements de terre, donc les préparer lorsqu'ils sont en France, avant même qu'ils partent sur ces tremblements de terre pour travailler. Ce sont des chiens qui ont besoin d'une grande résistance physique, des chiens qui doivent endurer donc des efforts prolongés et aussi qui doivent avoir une capacité de récupération assez prononcée. On utilise des races bergers par leur qualité en plus de travail, des chiens qui sont obéissants, des chiens qui comprennent vite. Et donc on a toutes les races bergers, berger allemand, berger belge, les bergers type border collie, qui sont des chiens qui sont très efficaces dans ce type de travail. J'étais à 17 minutes 30 de travail, 17 minutes 30, t'es bientôt au bout. Allez, relance bien le chien. Ok, reçu. Un certain nombre de ces chiens sont déjà habitués à l'altitude puisqu'ils travaillent déjà sur des milieux neigeux. Mais pour l'ensemble, eh bien, nous les avons quand même régulièrement entraînés puisque ce sont des chiens comme opérationnels en recherche de personnes ensevelies. Et de ce fait-là, ce sont des chiens qui régulièrement, toutes les semaines, subissent des entraînements physiques et des entraînements de travail spécifiques. Allez. Oui, très très bien ça. Allez. Oui. Allez gamin. Dans la neige, sur terre, sous terre ou dans des décombres, l'endurance et le flair du chien font merveille. Mais l'élément liquide ne leur est pas étranger pour autant. Le secours à l'eau, qu'elle soit douce ou salée, est une spécialité du Terre-Neuve. Ce chien, puissant au long poil imperméable, est un spécialiste du sauvetage. Portant le nom du lieu où il fut longtemps utilisé par les pêcheurs, sa réputation est aujourd'hui universelle. Des compétitions sportives mettant en scène ce type de sauvetage sont organisées tout autour du monde. Dans le fait d'aller à l'eau pour sauver quelqu'un, il y a une grande part de génétique, c'est vrai. Il y a une grande part d'instinct. Cet instinct, il faut le canaliser, il faut le cultiver pour que le chien réagisse à des situations données, réagisse à des commandements donnés
et puisse intervenir avec le maximum d'efficacité. Mais le travail repose sur, avant tout, l'instinct du chien. Je crois qu'il y a une complicité qui s'établit lorsqu'on saute d'un bateau, lorsqu'on nage, lorsqu'on va chercher quelqu'un. Mais c'est vrai qu'ils y trouvent, je crois, énormément de plaisir. Et ce plaisir, on le retrouve lorsqu'on est dans l'eau avec eux, par cette communication qui s'établit. Parce que c'est vrai que le chien, quand il travaille bien, il s'en rend compte. Et notamment dans le regard, on lit sa satisfaction et puis le plaisir qu'il a d'être dans l'eau avec nous et puis de travailler. Si le Terre-Neuve se caractérise par une puissance peu commune et une familiarité évidente avec l'élément liquide, c'est le flair qui a été le premier atout du chien dans sa coopération avec l'homme. Sa muqueuse olfactive est plusieurs dizaines de fois plus développée que celle de l'homme et sa mémoire des odeurs est impressionnante. On a naturellement fait appel à lui pour retrouver les êtres humains égarés ou recherchés. Chiens de police, chiens de pistage, ils sont capables de retrouver la trace d'un être humain entre des milliers d'autres. Accidentés, enfants ou promeneurs égarés dans les bois ou dans des souterrains, nombre de personnes doivent chaque année leur vie au flair des chiens de recherche ou de pistage. En arrière, voilà, en arrière.